Oui, bonjour, donc Maria Tansella, je travaille dans le secteur de l'aide à la jeunesse. Donc voilà, donc c'est simplement trois questions, exactement, notamment pour les intervenants de la maison familiale. Donc dans votre concept qui est, on peut consommer de l'alcool au sein de l'établissement, alors que dans certaines autres institutions, c'est à l'extérieur, c'est souvent comme ça. Et donc par rapport à ça, ma première question est celle-ci, pourquoi au sein de l'institution, la consommation d'alcool est admise et pas normalement d'autres consommations à suétude comme voilà, l'héroïne, etc. L'autre question, c'est comment est-ce qu'alors, puisque la consommation est admise dans l'établissement, donc il y a une consommation, on va dire, d'alcool joyeuse, mais il y a aussi une consommation d'alcool violent. Donc comment est-ce que vous gérez ces attitudes de violence suite à une consommation d'alcool? Et alors la troisième question, c'est est-ce qu'au sein donc, de la maison familiale, vous réservez une place aussi aux familles, familiers, pour parler notamment de l'attitude, de la consommation, comment est-ce qu'on gère une consommation, comment s'approprier la consommation de son parent, enfin voilà. C'était un peu ces trois questions-là. Merci. Alors, je vais essayer de prendre question par question, donc je vais essayer de les retenir toutes. La première, c'est par rapport aux autres consommations. Donc, tout simplement, on respecte la loi. La loi dit s'il est illégal de consommer des stupéfiants, chez nous, il est illégal de consommer des stupéfiants. Il y a un cas particulier qui est la marijuana, où là, la loi autorise la consommation, mais pas la détention. Donc c'est pareil, donc ils peuvent en consommer dans leur chambre, mais si on tombe dessus, si la police tombe dessus, ouais, c'est plutôt ça. Si la police tombe dessus, on est obligé, ils font leur travail quoi, à ce moment-là. Donc c'est confisqué avec tout ce qui s'ensuit au niveau des conséquences que ça peut avoir. Par rapport à l'héroïne, cocaïne et autres stupéfiants, c'est totalement interdit. La consommation est complètement interdite à l'intérieur de la maison. Par contre, on n'exclut pas une personne qui consomme à l'extérieur et qui rentre avec sa consommation, ses difficultés à l'intérieur de la maison. Donc c'est quelque chose qui va être travaillé au même titre que l'alcool. À la différence près que l'alcool, ils peuvent consommer sur place. Donc ça, c'est la première question. La deuxième, c'était par rapport à la violence qui est en lien avec le comportement lié à l'alcool. Tout dépend du type de comportement. S'il s'agit de violence verbale, donc dans les ROI, il est mis très clairement que la violence physico-verbale est interdite et est susceptible d'être sanctionnée par une exclusion ou en tout cas une sanction exemplaire, on va dire. Alors, s'il s'agit de violence verbale, ce sera de toute façon discuté avec la personne. La personne sera écartée à ce moment-là du groupe en lui demandant de retourner dans sa chambre, en tout cas d'obtempérer à un certain nombre d'injonctions. Donc, va cuire dans ta chambre, c'est bon, on a compris, tu es en colère, etc. Va dans ta chambre. Je schématise, sors du groupe et reviens, on en rediscute après si tu es calmé. Si la personne ne se calme pas, insiste, à ce moment-là, il y a d'autres moyens de pression. On peut appeler la police, on peut aller jusqu'à des extrémités de ce type-là. On essaie toujours de régler ça en interne avec l'équipe qui est présente 24 heures sur 24. Donc, que ce soit en journée ou en nuit, il y a toujours quelqu'un présent pour essayer de gérer ce genre de choses. Et s'il s'agit de violence physique, là, c'est clair, net et précis, la personne est dehors tout de suite. Donc ça, on essaye de gérer comme on peut en fonction de chaque situation. Si c'est une personne chez qui il est là depuis 3 jours, il boit, il hurle sur tout le monde et il devient vraiment désagréable, on mettra peut-être plus vite fin à l'hébergement que si c'est quelqu'un qui est là depuis 6 ans, qui explose comme ça d'un coup. On connaît mieux la personne, on a d'autres moyens d'agir avec elle qu'on connaît mieux et on a peut-être plus d'éléments, de données par rapport à son vécu, au contexte dans lequel il est pour le moment, peut-être des difficultés familiales, etc. Là, on va essayer de gérer ça différemment. Tout dépend de la personne qu'on a en face de soi. Il y a une troisième question, je crois, mais j'ai oublié aussi. Oui, donc c'est par rapport à la famille, c'est ça? Alors, une particularité, quand même, dans 90% des cas, ça marche? Oui. Alors, généralement, ils arrivent, ils sont seuls. Donc nous, on n'a pas de possibilité d'accueillir les enfants ni les couples. Donc on accueille les hommes seuls. Et quand même, dans la majorité des situations, on est avec des personnes extrêmement isolées aussi au niveau familial. Et ça, je disais tout à l'heure dans la présentation que la parentalité est un thème qui s'aborde très peu.
qui est très très compliqué à mettre en place. Donc c'est dans notre tête, ce travail-là, ce serait l'idéal de pouvoir faire ce travail-là avec la famille proche, etc., pour pouvoir retisser ce lien, etc. Dans la pratique, on est quand même confronté à un chaos et à un néant familial et de réseau autour des personnes. Donc c'est rare qu'on le fasse. Ça a déjà été fait de manière ponctuelle, avec quelques bénéficiaires qui avaient des enfants, où il y avait des droits de visite, etc. L'équipe a déjà accompagné pour que le lien se maintienne. Et j'ai 2 exemples en tête où ça a fonctionné. Et depuis 2 ans, on a aménagé une pièce pour que les pères puissent, s'ils le souhaitent, avoir un espace de visite avec leurs enfants. Quand le projet a été lancé, on a eu vraiment 2 situations avec des visites régulières et pas mal d'hommes qui parlaient de leur paternité. Mais depuis quelques mois, c'est retombé. Et c'est très isomorphique avec la population qu'on a, où effectivement, quand on lance quelque chose, il y a un élan qui se met, et puis pouf, ça retombe complètement. Donc c'est dans notre tête, c'est quelque chose qu'on a vraiment envie de développer, parce que le lien, c'est aussi le lien parental, le lien de filiation. Et pour ces enfants, savoir où est leur père, c'est peut-être déjà un début de construction, mais parfois ces pères, ils disparaissent et ils sont chez nous. Donc voilà. François Vienne travaille au sein du COP, qui est un centre de formation professionnelle adaptée. Nous, dans notre secteur, le gros problème qu'on rencontre, comme chez beaucoup de nos partenaires, ce sont les listes d'attente qui sont vraiment énormes. Je voulais savoir un peu où vous en êtes par rapport à ça, parce qu'on est justement sur une journée sur l'urgence. Nous, on est souvent amenés justement à travailler aussi parfois dans l'urgence avec certaines personnes, avec lesquelles il faut bien leur demander d'attendre, essayer de trouver des solutions. Et quand on a, nous, des personnes, c'est là que s'ouvre le partenariat avec vous, on veut dire qu'on ne sait pas accueillir immédiatement, parce qu'il y a toute une série de problèmes à résoudre avant d'envisager un projet professionnel, un projet de vie. Dans quel délai peut-on compter sur vous? Votre question, c'est a-t-on une liste d'attente et combien de temps faut-il attendre pour rentrer? On est un peu dans tous les services, selon Alors, donc nous, on ne fonctionne pas avec des listes d'attente. Donc, c'est-à-dire qu'on a des places disponibles ou pas. Donc la démarche doit être faite par la personne de prendre contact, un premier contact en tout cas téléphonique avec nous, en général avec les assistants sociaux, dont Stéphanie est une représentante ici. Donc en général, on met un premier rendez-vous assez rapidement, Stéphanie, on est dans le 2-3 jours maximum. En fonction, maintenant s'il n'y a pas de place du tout et qu'on se rend compte que les places ne vont pas se libérer avant 3 semaines, on dit à la personne, comptez sur quelqu'un d'autre que nous pour le moment, mais revenez après si jamais ça ne va pas. Et donc dans les 2-3 jours, en général, il y a un premier rendez-vous qui est fixé avec une date d'entrée qui peut être le jour même ou le lendemain, ou dans une semaine, en fonction des disponibilités, quoi. Donc il ne faut jamais hésiter à nous contacter. Il y a toujours des possibilités. On peut, voilà, Donc le délai d'attente, c'est 3 semaines maximum, quelque chose c'est comme ça. moins que ça. En moyenne, on est à peut-être une semaine, grand maximum. Grand maximum. Mais la personne doit téléphoner régulièrement. Oui, c'est ça, il faut. Oui, si jamais on leur dit qu'il n'y a pas de place, c'est elle qui doit faire la démarche. Voilà, donc s'il n'y a pas de place au moment où elle téléphone, qu'elle téléphone 3 jours après, si ça se trouve, il y aura 2 personnes qui seront parties pour des raisons X ou Y, et à ce moment-là, il y aura 2 places disponibles, quoi. Bon, effectivement, cette question de délai, d'attente, dans un contexte d'urgence, on peut la repasser aux autres intervenants. Je pense que le centre Alpha, vous avez parlé notamment de ces listes d'attente. Comment est-ce que vous gérez cette attente? Alors effectivement, comme dans tous les centres de santé mentale, il y a une liste d'attente. On va faire la différence entre le thérapeutique et puis la parentalité, puisqu'on a 2 façons de fonctionner un peu différentes. Au niveau du thérapeutique, la personne va téléphoner ou se présenter au guichet. Il y a une liste d'attente qui est parfois... Ça va? Oui, voilà. Que parfois on clôture. Donc, c'est-à-dire qu'à certains moments, quand nos assistants sociaux sont débordés, puisque c'est eux qui font aussi le premier entretien, pour des raisons X ou Y, on décide chaque semaine si on laisse les listes d'attente ouvertes ou si on les ferme. Si elles sont ouvertes, on inscrit la personne en liste d'attente et dès qu'un assistant social est disponible, il la recontacte pour un premier entretien et c'est enclenché. Et c'est une question de plusieurs semaines, il faut bien le reconnaître. Mais quand on voit effectivement que la liste d'attente est trop grande, on trouve que c'est inhumain de commencer à faire attendre des personnes qui ont une demande qu'il faut peut-être pouvoir saisir dans les semaines qui viennent. Il faudrait peut-être les saisir plus tôt, mais ça, à l'impossible, nul n'est tenu. Et donc, on ferme la liste d'attente et on réoriente, alors un peu comme vous faites, les personnes en disant, écoutez, pour l'instant, ça ne sert à rien de vous inscrire en liste d'attente, voilà. En parentalité, pour l'instant, on fonctionne avec ce que j'appelle une mini-liste d'attente, c'est-à-dire effectivement que la personne s'inscrit sur la liste d'attente, mais la plupart du temps, elle est contactée dans les 15 jours
qui suivent. Voilà, parce qu'on est une plus petite équipe, on a moins de demandes, etc. Et on donne une priorité aux femmes enceintes, simplement parce que là, nous avons un délai d'intervention. Ben voilà, on ne peut pas demander au bébé de rester dans le ventre de sa mère le temps que nous ayons une place, quoi. Donc voilà pour le centre alpha. Est-ce qu'il y a aussi une question de délai à La Fontaine? Non, en fait, les gens arrivent et ils sont pris en charge directement. Chez nous, en fait, le principe, c'est qu'il n'y a pas d'attente. Mais non, il n'y a pas d'attente chez nous, parce que c'est un service de première ligne, donc ils viennent, voilà, et puis c'est dans ce milieu de vie-là que l'on peut tenter d'apporter une aide. Enfin, on est proactif, on va vers les gens et on voit c'est des problématiques sentimentales. Oui, ok. Donc, d'accord, merci. Et à l'hôpital, est-ce que là, la question de liste d'attente se pose? Alors dans les cas les plus urgents, donc il y a l'unité de crise. Là, il n'y a pas de liste d'attente. Il y a juste un entretien le jour même et on évalue la nécessité ou pas d'hospitaliser quelqu'un dans l'immédiat. La personne le saura donc dans l'heure qui suit. Voilà. Alors, en ce qui concerne le délai d'attente vers une réorientation vers un SSM, là, les consultations case management permettent de pouvoir pallier, je dirais, à cette attente, et notamment avec l'aide d'un psychiatre. Donc, le psychiatre des urgences peut prendre le relais dans l'attente d'une orientation vers un psychiatre traitant. Donc le case management remplit aussi ce rôle de pouvoir gérer l'attente. Est-ce que ça répond aussi à votre question? Et est-ce que quelque chose de ce genre-là est mis en place ailleurs, peut-être dans vos services aussi, pour gérer des attentes? Je travaille pour la maison d'accueil Thaïs, qui est une maison d'accueil, nous sommes également APL. Et donc, on n'a pas non plus de système de liste d'attente pour les personnes, elles téléphonent, il y a un logement disponible ou pas de logement disponible, donc on s'adresse à un public de familles de ménage, donc pas de personnes seules, des personnes en couple, des personnes avec enfants. On doit éviter la séparation dans des maisons d'accueil de type communautaire. Et donc, pour les personnes auxquelles on ne peut pas répondre favorablement, soit parce qu'elles ne s'inscrivent pas dans le projet de l'institution, ou soit, en tout cas au niveau de l'hébergement, ou soit parce qu'on n'a pas de place disponible, on propose un accompagnement ambulatoire pour pouvoir faire le même travail que s'ils étaient hébergés chez nous, si ce n'est qu'ils ne sont pas hébergés. Mais tout le travail social qui est associé peut être fait alors à la personne. Ça lui permet d'attendre de voir si elle s'inscrit, si elle peut s'inscrire dans cette dynamique de projet individuel, et donc, par la suite, lorsqu'il y a un logement disponible, alors elle peut éventuellement verser quelque chose. Merci. Quelqu'un d'autre? Oui, une autre question sur autre chose. Non, mais c'est peut-être juste que je viens de galérer, mais je pense qu'il faut bien avoir conscience. Vous travaillez dans le même... Non, je suis éducateur de rue, moi. Je vois l'essentiel ici à Liège. Mais le service qui est demandeur d'une intervention dans un autre service, ou en tout cas qui va relayer la demande vers un autre service, je pense qu'il faut qu'on soit tous bien conscients qu'il faut être prêt à accompagner cette période-là, qui va être la période d'attente pour pouvoir être pris en charge dans une institution à chaque fois un petit peu plus stable. C'est ce qui permet de constituer un petit peu la continuité dont vous parliez tout à l'heure. Voilà, de ne pas fonctionner en pointillé, donc de ne pas tout le temps renvoyer la balle à l'autre en se disant ça y est, j'ai fini ma démarche, maintenant je peux me décharger, j'ai fait le minimum qu'on m'a demandé de faire, mais de pouvoir s'inscrire vraiment dans cette logique d'accompagnement. Et c'est ce qui permet de pouvoir travailler avec la personne. Je crois que de manière sémantique, on a un peu trop l'habitude de parler de suivi, comme si on devait tout le temps être derrière la personne. Les trois quarts du temps, quand on fait ce travail-là de continuité, on est dans l'accompagnement. On est à côté de la personne, on chemine avec lui et on prend les décisions avec lui. La co-construction, finalement, c'est ça, c'est d'être à côté. Et c'est renforcer la confiance de la personne envers les services également. Je ne suis pas abandonné, c'est pas j'ai juste un nom et puis après vraiment ailleurs. J'ai un nom, ok, mais on propose autre chose, donc ça veut dire qu'on ne m'abandonne pas. Et quelque part, on peut renforcer alors la capacité de la personne à entrer en lien avec les différentes institutions et à mettre un projet en place. Je voudrais juste ajouter encore à ce que vous dites. Parfois, un simple mot ou le simple fait de s'investir dans un nom. Donc, écoutez, je ne peux pas vous accueillir pour le moment. Mais j'entends bien que votre situation est très compliquée. Souvent, on a des familles qui téléphonent pour des autres personnes. Et on leur dit à ce moment-là, mais écoutez, nous, on ne peut pas pour le moment. Mais n'hésitez pas à téléphoner là ou là. Ou alors retéléphoner demain, ma collègue est là. Et, le simple fait de juste ne pas dire non et raccrocher, déjà, c'est peut-être le début de quelque chose, parce que peut-être qu'ils ont entendu 3 fois, non, écoutez, non, c'est pas possible. Et le simple fait
je me répète, mais le simple fait de dire, écoutez, j'entends bien, mais là, tout de suite, c'est pas possible pour nous. Bougez pas, laissez-moi le temps de regarder 2 secondes, et à la limite de passer un coup de fil, je vous rappelle, quoi. Ça prend un quart d'heure de notre journée, oui, mais c'est peut-être le début de quelque chose qui va pas nous concerner, mais que pour la personne, c'est le petit coup de pouce en plus, quoi. C'est de là que tout part, d'où l'importance d'avoir un réseau actif qu'on entretient, et c'est pour ça que vous êtes tous là aujourd'hui, c'est parce qu'on voulait ouvrir un petit peu notre réflexion à vous tous, et peut-être créer des liens qu'on connaît, qui ne sont pas encore faits maintenant, et qu'on pourrait utiliser, entre guillemets, par après dans certaines situations. Donc voilà, c'est toute l'importance pour nous de cette journée, c'est celle-là, c'est de vous partager avec vous notre expérience, et de vous rencontrer aussi. Ouais, oui, je crois que c'est ça la co-construction, hein, avec les exemples que vous avez donner, c'est aussi ça qui est un lien entre les structures et que la personne ne soit pas abandonnée entre les 2 structures. Est-ce que vous avez d'autres questions? Oui, madame. Je suis sage-femme à parentalité addiction à Bruxelles. Du coup, je suis très contente d'avoir vu Alpha et d'avoir pu avoir leur expérience. J'avais juste 2 questions. Si j'ai bien compris, à la SBL, donc l'alcool est autorisé, pas des autres, c'est plus d'un point de vue légal finalement. Mais ce que vous travaillez, c'est pas ce point de vue-là, et donc moi je reste quand même dans cette interrogation de me dire quel est le but alors de permettre la consommation d'alcool, mais pas la consommation des autres, parce que finalement c'est jamais que le contrôle sur ces consommations que vous travaillez, et donc l'illégalité ou la légalité, c'est jamais qu'une question de société là tout de suite. Peut-être que dans 100 ans l'héroïne sera légale et que, enfin voilà, c'est... Vous avez 2 questions, vous êtes déjà... Mais l'autre question c'est pour Alpha, donc c'est 2 domaines différents. Voilà, on a eu, c'est pour la maison familiale, voilà, et la deuxième pour Alpha. C'est vrai que moi j'aime beaucoup le côté évidemment coparentalité et pouvoir travailler tout ça, mais on se retrouve toujours confronté face à des parents qui sont du coup très honteux ou tristes de voir qu'en fait ils peuvent pas être des parents à 100% entre guillemets, qu'ils ont besoin d'autre chose. Et je trouve que dans les situations d'urgence où c'est compliqué du coup de travailler la sécurité de l'enfant et ce principe de coparentalité, parce que parfois c'est un travail à plus long terme que de la sécurité de l'enfant tout de suite. Est-ce que vous avez peut-être d'autres pistes que vous mettez d'office à court terme, histoire de prévoir entre guillemets la sécurité? J'ai pas tout entendu de ce que vous avez dit, mais si j'ai bien compris, c'est pourquoi est-ce qu'on n'autoriserait pas tout, plutôt que juste travailler avec l'alcool. Oui. C'est juste une question que si on le fait, ben on va en prison. C'est ça le problème. Moi, franchement, si ça... Quand c'est des données qui ne sont pas forcément divulguées, vous êtes aussi, avec le secret professionnel, vous avez cet outil-là. Oui. Est-ce que... Parce que voilà, si par exemple, quand le CPS nous appelle pour dire « Ah, tel patient est suivi chez vous, qu'est-ce qu'il consomme, qu'est-ce qui se passe ?» Nous, on est aussi dans cette relation au patient de dire « Bon, bah, écoutez, ça appartient au travail du patient. Oui, il nous suit, mais... » Voilà. Alors, on a un centre d'hébergement, donc... Je peux vous dire que mon centre de santé mentale spécialisé... Peut-être passer le micro. En centre de santé mentale spécialisé en assuétude, dans le règlement d'ordre intérieur, le patient ne peut pas s'introduire avec quelque produit que ce soit. Donc on pourrait se dire, vous êtes centre de santé mentale spécialisé en assuétude, vous partez du principe effectivement que la personne a le droit de consommer et que c'est plutôt l'aide au bien-être de la personne, etc. Mais il y a effectivement des règles à respecter dans notre société sans lesquelles on n'aurait plus nos subsides, soyons bien clairs, je pense. Et aussi, je pense que c'est très thérapeutique d'aider les personnes à se rendre compte qu'on fonctionne dans une société où il y a des lois et que nous, travailleurs, nous respectons ces lois, qu'on soit d'accord ou pas avec elles, et qu'on peut peut-être effectivement se mobiliser pour modifier les lois. Je pense à la dépénalisation du cannabis, par exemple, mais se mobiliser de façon légale.
Et je pense que ça va répondre à vos deux questions d'ailleurs, parce que donc d'une part, je crois qu'on peut tout à fait, enfin moi j'imagine qu'en centre d'hébergement, qu'en service justement, en maison communautaire, vous avez bien expliqué en quoi vous acceptez que les personnes consomment de l'alcool comme ils peuvent le faire chez eux, mais pas de stupéfiants prohibés, mais vous allez quand même travailler le rapport aux stupéfiants en général. Donc je vais dire, Oui, le travail, le sujet n'est pas tabou. Oui, c'est pas du tout. En fait, on travaille tous les produits, y compris les médicaments. Enfin, voilà. On essaye d'être hyper ouvert à ce niveau-là. Maintenant, on a des limites légales qui existent. On fait... Quelqu'un qui consomme de l'héroïne, vous tombez dessus. Voilà, on doit le mettre dehors. On n'a pas le choix. Si on dit, écoute, c'est pas grave, j'ai rien vu. D'une part, au niveau professionnel, c'est déjà limite, c'est pas cohérent, et en plus, légalement, on peut être pénalisé. C'est quelqu'un qui consomme de l'héroïne au sein de l'institution. Maintenant, si quelqu'un qui est sous influence d'héroïne, on va travailler ça avec. C'est ça. Peut-être pas au moment de sa consommation, parce qu'on va peut-être attendre que les choses redescendent et que la conversation soit plus claire, mais... si ce n'est pas à l'intérieur du site... Ça peut paraître hypocrite, mais c'est juste une question de légalité, en fait. C'est aussi utiliser... La sous-dépendance ne doit pas se dire... L'idée, c'est vraiment de se mettre en miroir. Respecter la société dans laquelle on est. Donc se dire, on n'est pas, quand on vient à la maison d'accueil, sous cloche, dans une bulle, et pendant 9 mois, on va se mettre sous une bulle, et puis le jour où on repart de la maison d'accueil, on redébarque avec les règles de la société. C'est vraiment de se dire, voilà, la société dans laquelle on est, l'alcool, il est partout. La société dans laquelle on est, il y a certaines drogues qui sont, la plupart des drogues sont interdites par la loi. Au sein de la maison d'accueil, c'est la même chose. Maintenant, c'est pas parce qu'une personne est consommatrice, par exemple, d'héroïne, qu'on va lui fermer les portes et qu'elle va pas pouvoir être accueillie chez nous ou pouvoir... Il y a des personnes qui sont consommatrices de plein de drogues, mais qui ont une vie très stable, qui vivent très bien avec leur consommation. Comme a dit mes collègues tantôt, c'est pas être abstinent qui va forcément faire que la personne va être bien dans sa vie. On peut très bien être consommateur à partir du moment où on arrive à gérer cette consommation. C'est ça qu'on essaie de travailler, nous, c'est la gestion au quotidien de la consommation et d'expliquer aussi par rapport à la société. Après, je prends un bête exemple, quand on nous dit, voilà, on fait que l'alcool peut se boire dans leur chambre. Ben oui, on n'a pas envie d'avoir les pensionnaires qui débarquent dans le bureau, qui débarquent dans le réfectoire, qui se baladent dans tous les couloirs avec une canette à la main. Parce que pourquoi? Les jours où ils vont repartir, par exemple, dans un appartement, ils vont avoir des voisins, ils vont peut-être être dans un immeuble où il y a une cage d'escalier, non, on ne se pointe pas dans la cage d'escalier, sa canette à la main, etc. Ça risque, les comportements amènent des conséquences. Et donc c'est les mêmes conséquences au sein de la maison d'accueil que dans la société. Quelque part aussi, la loi, c'est le cadre c'est aussi le levier d'intervention. Et on n'est pas au-dessus des lois, nous. Oui. Voilà. Donc il y a une question là plus loin, je ne sais pas, peut-être d'abord rajouter quelque chose. Je vais répondre tout simplement parce que madame. c'est exactement la même chose. C'est-à-dire que vous l'avez très bien dit, tout ce qui est coparentalité, c'est un projet sur le long terme. Enfin, le moyen terme ou le long terme. Par contre, quand un enfant est en insécurité, il faut intervenir. Et ça, c'est quelque chose qui est dit aux parents directement, quand ils intègrent le projet parentalité au Centre Alpha, c'est « nous n'allons pas nous mettre hors la loi ». Donc, on est tenu par la loi à assistance à personne en danger et particulièrement à mineurs en danger. Et donc, si à un moment donné, vous mettez votre enfant en danger, on va d'abord chercher avec vous des solutions parce qu'on va évidemment travailler dans la transparence et dans le partenariat avec le parent. Mais si votre état, quel qu'il soit, psychologique, de consommation, etc., fait que vous n'êtes plus à même de saisir les perches tendues, de réfléchir avec nous, etc., et que votre enfant est en danger, nous préviendrons les services compétents pour mettre votre enfant en sécurité, comme peut-être personne ne l'a jamais fait avec vous quand vous étiez enfant. Ça, c'est quelque chose qui est ajouté dans le règlement. D'accord, merci. Donc, le cadre, les règles. Il y a une question là-bas, monsieur. Je travaille dans une maison d'hébergement pour enfants placés, donc aide à la jeunesse, c'est un peu décalé, mais ça fait écho parce que autant je comprends la référence à la loi et au cadre et la nécessité de ne pas être hors la loi et donc de ne pas tolérer la présence de substances, autant je peux comprendre l'intervention de madame là qui dit mais
Enfin, quelque part, moi je transfère avec le milieu où je travaille, des tas de choses sont aussi interdites aux enfants et si des substances arrivent, évidemment qu'elles doivent disparaître, mais l'enfant n'est pas exclu pour la cause. Donc le refus de la consommation d'héroïne ou de la présence d'héroïne dans la maison ne doit pas forcément être couplé avec l'exclusion. L'exclusion, c'est la sanction, et la sanction, c'est un ressort de l'institution, et c'est une décision pédagogique, quelque part. Donc, est-ce qu'on doit absolument coupler le refus de la possession d'héroïne et l'exclusion? Là, peut-être qu'il y a quelque chose à creuser. Allez-y. Je voulais juste dire que notre société fait aussi une différence entre enfants et adultes. Tout à fait. Et elle établit un âge à laquelle, tout d'un coup, les responsabilités, on est confronté à ses propres responsabilités et on est jugé aussi sur les actes. Mais pas dans la période de l'enfance ou de l'adolescence. Les conséquences ne sont pas les mêmes. Donc ce que vous dites pour une maison d'hébergement d'enfants, pour moi, ne vaut pas pour une maison d'hébergement d'adultes. Très pratico-pratiquement, il y a une réalité, on a une collectivité, on a presque 100 hommes qui vivent chez nous. La réalité du deal est une vraie réalité. Et si on commence... et je rejoins tout à fait à votre questionnement, hein, mais effectivement, il faut la gestion du quotidien. Les problèmes de deal sont quand même fréquents. C'est quelque chose auquel on essaye d'être vraiment vigilant parce que ça peut vraiment mettre à mal certains de nos pensionnaires et mettre à mal le sentiment de sécurité qu'on essaye de garantir au sein de notre structure. Donc ça, c'est un outil aussi pour garantir ce sentiment de sécurité. Et est-ce que vous n'êtes pas hors réalité quand vous dites qu'il faut gérer sa consommation d'alcool, par exemple? Il faut consommer de façon raisonnée. Est-ce que, quelque part, c'est pas remettre en fait la personne dans une difficulté supplémentaire? Dans une impossibilité? Est-ce que c'est de l'ordre du possible? Est-ce que c'est de l'ordre du possible d'imposer à quelqu'un de ne plus boire? Est-ce que c'est une consommation raisonnée? Ça dépend à chacun. On a des personnes qui vont boire que les week-ends, qui vont avoir l'alcool festif, comme on dit, ou qui vont se mettre une grosse torche au 15 août et puis qui vont dormir pendant 2 jours et puis qui vont reprendre le cours de leur vie. On a des gens qui vont boire leur bière tous les jours. Qui on est pour dire quelle est la bonne consommation? Et donc, nous, l'évaluation, c'est les comportements et comment ça se passe au sein de la structure. Et donc, il y a des personnes qui ne se font pas à notre structure. Il y a des personnes pour qui, on en parlait tout à l'heure avec une autre personne, une personne qui n'a pas su rester chez nous parce qu'il est abstinent depuis un petit temps et que la présence de l'alcool était beaucoup trop angoissante. Alors effectivement, on ne convient pas. Il ne faut pas venir chez nous. Voilà, on est plusieurs maisons d'accueil différentes et heureusement qu'on est différents dans l'offre de services. Est-ce que vous êtes différente au point où il n'y a que vous, en Wallonie, qui a accepté la consommation d'alcool? Il n'y a que nous. Et apparemment, il y aura un service du côté de Charleroi qui sera en réflexion par rapport à ça. Ici, enfin, il y a une différence qui est vraiment importante en termes de contexte. Vous êtes dans une institution communautaire, toutes les personnes sont ensemble, ça crée une dynamique. Et si à un moment donné, certaines choses sont autorisées, ça peut très vite dégénérer, ça peut très vite partir en cacahuète. Et donc ça peut être très compliqué à gérer. Nous sommes une maison d'accueil, nous proposons des studios, des appartements. Ce sont des logements individuels. Dans le ROI, les lits, la consommation, la détention et la vente sont interdites dans le bâtiment. On sait bien qu'une personne qui consomme, qui vient chez nous, ne va pas arrêter de consommer juste pour nos beaux yeux. Donc on ne va pas se leurrer, on ne va pas être hypocrite, on lui dit. Maintenant, si c'est une famille, s'il y a des enfants, on est vigilant également à cette consommation par rapport aux enfants. Comment se fait cette consommation? Comment sont les parents après la consommation? Donc on est obligé de tenir compte de cette consommation, quelque part de travail. On va travailler avec, on est obligé de travailler avec, mais ça ne veut pas dire qu'on accepte à n'importe quelle condition, sous n'importe quel contexte. Maintenant, ce contexte est un peu plus large parce que c'est plus confiné, c'est dans un logement et les interactions avec les autres personnes sont plus faciles à gérer. Donc ça aussi c'est quelque chose d'important dont il faut tenir compte, c'est le contexte institutionnel. Et est-ce que la personne est prête à s'inscrire dans ce contexte institutionnel ou pas? Et si elle n'est pas prête à s'inscrire dans ce contexte-là, il y a peut-être un autre contexte adapté et c'est intéressant d'aller chercher ailleurs. C'est peut-être là que se situe aussi la liberté de la personne, finalement. Hein. De pouvoir dire ceci ne me convient pas. Oui, mais oui. On ne convient pas à tout le monde. D'autres questions? Oui, madame? Je pense que, voilà, de vous exprimer à voix haute. J'ai une question par rapport aux proportions.
Est-ce que par exemple, donc on a posé des questions par rapport à l'acceptation de l'alcool. De manière générale, nous qui travaillons quand même avec les personnes dépendantes, on constate que l'admission des personnes dépendantes héroïnomanes, c'est quand même quelque chose de compliqué. Est-ce qu'il y a une proportion acceptée? Est-ce que c'est un critère qui va favoriser une admission plus précoce ou plus tardive? Non, ce qui peut arriver, c'est que si on a effectivement beaucoup de personnes consommatrices et qu'on sent qu'on est dans une mouvance où il y a beaucoup de consommation et qu'il y a beaucoup de deals dans la maison, ça c'est quelque chose auquel on est attentif, je vous disais tout à l'heure, on va peut-être effectivement postposer une entrée ou dire peut-être sonner dans 1 mois ou 2 et on va essayer de recadrer les choses au niveau du collectif. Mais ce n'est pas un critère d'exclusion ou de refus, pas du tout. Non. Par contre, quand quelqu'un qui est en cure nous téléphone pour demander un hébergement chez nous, on précise, quand on sait qu'il est en cure, on précise que l'alcool est autorisé, est accepté, et qu'il peut y avoir de la consommation d'autres drogues dans la maison. On prévient à ce moment-là, la liberté de la personne est de dire oui, je viens, non, je ne viens pas. Encore une fois, j'ai bien aimé votre intervention tout à l'heure. Il y a la responsabilité de la personne. La personne, quand elle arrive, elle s'engage à accepter ou pas notre cadre. Moi, j'aurais peut-être une question pour Madame Brouwers. Donc, on a parlé du réseau, mais vous avez aussi expliqué que dans votre public, en tout cas dans l'évolution du public, un de vos constats, c'est qu'il y a quand même des gens qui bougent beaucoup, qu'il y a une instabilité géographique, et que je suppose que cette instabilité, ce n'est pas simplement qui circule dans Liège ou le Grand Liège, ça va au-delà. Il y en a qui se retrouvent peut-être à Bruxelles, et puis à Namur, et puis à Liège. Comment alors créer du réseau quand il y a aussi cette distance géographique qui bouge tout le temps et qui s'étend? On procède de la même façon, évidemment, qu'à Liège, si ce n'est que c'est vrai que la distance, c'est plus difficile, mais régulièrement, on a des contacts avec certains généralistes ou psychiatres ou des maisons d'accueil sur Bruxelles. Bon, je vous avoue, ce n'est pas toujours la majorité. Hein. Je dis, les gens bougent beaucoup. Donc, des fois, les gens les voient revenir 6 mois après. On se dit, cette fois-ci, on va essayer peut-être de l'accrocher s'il a envie, ici sur Liège. Mais voilà, des fois, ils repartent, donc on repère un peu le fil. Mais l'anamnèse fait que ça nous aide beaucoup à savoir comment, par exemple, avec cette personne-là, on doit procéder. Il y a un exemple, vraiment, tout au début, j'étais là. C'était une personne qui était handicapée mentale à l'époque. Enfin, non, elle est toujours, mais à l'époque, elle est là. Et donc, elle venait très régulièrement dans notre service, fort demandeuse de beaucoup de choses. Voilà, c'était pas du tout un service adéquat pour elle, et je pense le réseau autre aussi. Et alors, voilà, on a commencé un petit peu à avoir des informations. On a appris qu'il avait un administrateur de biens que l'on a contacté, qui finalement nous a appris qu'il avait un hébergement sur Bruxelles, qui était payé tout le temps. Voilà. Et donc, c'est en grattant un petit peu, en ayant plein d'infos qui nous permettent de l'histoire, le ou parcours alors de la personne. Renvoie en disant, voilà, désolé, mais tu as tout ce qu'il te faut à Bruxelles. Nous, en tout cas, on ne peut plus t'accepter. Voilà. Ça, c'était une situation. Maintenant, il y a une personne qui est psychotique pour le moment, très jeune, etc. Et en grattant encore beaucoup, j'ai appris qu'il y avait pas mal de services qui fréquentaient sur Bruxelles. Et donc, dès que possible, on lui propose de les recontacter peut-être. Ou voilà. Maintenant, il y a quand même une certaine urgence pour lui. Donc, on essaie de voir aussi s'il ne serait pas d'accord de passer aux urgences ici à la Citadelle. Mais voilà, on essaye, de la mesure du possible, de réaccrocher ce monsieur-là à son médecin traitant, à son psychiatre. Mais je pense que ça fait partie aussi de leur parcours de vie, quand ils ne sont pas traités non plus, je veux dire, voilà, dès qu'ils ne sont pas... Oui, il y a de multiples ils sont désorientés aussi, il y a certaines... Oui, ça permet de se structurer aussi et de ne pas... Voilà, de ne pas perdre de l'énergie pour nous, liégeois, aussi par rapport à cette personne-là, mais aussi se rendre compte qu'il y a plein de choses à Bruxelles qui existent pour lui. Ou aussi, ce qu'on peut faire avec cette personne-là, c'est de voir pourquoi il vient sur Liège, pourquoi il s'en va de Bruxelles, qu'est-ce qu'il fait qui... Et ce serait quoi, par exemple, les réponses Des fois, c'est une rue. Des fois, ça peut être carrément... le jeune homme dont je pense, c'est vraiment très récent, mais il y en a plein d'autres comme ça. C'est vraiment... il est très déstructuré, donc... il ne sait même pas quand on est, etc. Donc voilà, voilà. Sinon, il y a aussi des ruptures, des conflits, tout bêtement, voilà, qui fait qu'il claque la porte. À Liège, c'est vrai qu'on a tout ce qu'il faut à Liège. On a des abris de nuit, on a quand même pas mal de choses. Donc les gens savent aussi que s'ils arrivent sur Liège, ils ne seront pas tout le temps en rue. Enfin, je veux dire, voilà. Enfin, ça montre aussi combien c'est parfois difficile avec ces gens de vraiment faire un bon accrochage pour qu'il y ait un lien et qu'ils arrêtent ce... Vous avez utilisé ce mot-là, Madame Braque, de shopping thérapeutique. Oui. Et c'est qui alors
ces lieux, ces structures, finalement, qui fréquentent. Ça peut aussi être géographiquement très large. Vous avez aussi ce constat? Ça peut être très large, des services de santé mentale, des abris de nuit. Je pense que c'est vrai, enfin, comme le dit Vinciane, l'important c'est de faire vraiment un travail d'anamnèse assez fouillé lors de la première rencontre. Maintenant, ce qui les amène à se déplacer géographiquement, ça peut être lié tout simplement à la pathologie. Je pense aux errances psychotiques où très régulièrement les patients passent même d'un pays à l'autre en fait, sans qu'il y ait vraiment un projet de construction. Ils prennent le train. Voilà, ils prennent le train, etc. Maintenant, on a toute une partie aussi de la patientèle où ils ont l'impression d'avoir épuisé toutes les ressources dans leur secteur, dans leur quartier. Ils sont parfois, comme ils le disent, grillés dans leur région. Ça veut dire qu'on n'en veut plus? On n'en veut plus parce qu'il y a des problèmes de comportement dans les services, parce qu'il y a des problèmes de reconsommation dans certains services aussi. Et donc, c'est vrai que dans la mesure du possible, réactiver les ressources résiduelles du patient au départ de son milieu de vie, c'est quelque chose qu'on privilégie. Et parfois, ça amène à renvoyer le patient du quartier, vraiment dans son quartier. Donc à dire oui. Alors, parfois à dire non, à réorienter en tout cas. Voilà, il existe plusieurs unités de crise ici en Belgique, donc ça facilite parfois les rapports. Ah oui, vous avez des contacts, dans chaque grands hôpitaux, je dirais. Avec des case managers qui peuvent prendre le relais. Vous n'êtes pas la seule case manager de Wallonie. Voilà. Je dirais aussi, souvent on est attentif à ces personnes-là. Certains des familles et ils sont en fugue et donc le travail de lien avec ces personnes-là fait que des fois nous dit bah oui j'ai ma mère elle habite à Luxembourg et là on s'est disputé, je suis partie, etc. Du coup avec le lien on disait leur dire est-ce qu'on peut pas quand même lui sonner pour la rassurer, tu dormiras peut-être quelques jours ici, voilà, mais voilà ce serait bien joué. Souvent on a eu comme 2-3 cas comme ça où régulièrement bonjour madame, votre visite ici sur Liège, donc il va bien mais on va essayer de vous le remballer. Okay. Oui, voilà. Peut-être pas remballer, mais en tout cas, c'est travailler les liens. Donc, c'est exactement ça, des fois aussi, le travail, quand on connaît un peu la situation, évidemment.